Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler de ces anges de la mer. C'est des animaux majestueux, magnifiques, des rencontres que aucun plongeur peut s'oublier. En fait, je me souviens encore mon première rencontre avec les Raimontas, avec ma première Raimonta, puis j'ai rencontré des milliers, d'accord. J'ai eu la chance d'en voir des milliers, mais c'est un animal extraordinaire. Petite curiosité, la Raimonta est en fait le poisson le plus intelligent de la planète, on peut dire. On a découvert que le cerveau de la Raimonta est le plus grand par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons de la planète. Et quand vous nagez avec une manta, vous vous rendez compte tout de suite de son intelligence. C'est un animal curieux qui vient vraiment chercher une interaction avec les êtres humains. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas très souvent dans l'eau. Et c'est pour ça que si vous regardez un peu autour ici au salon, la manta est représentée vraiment un peu partout. Mais qui je suis, je m'occupais jusqu'à quelques mois du projet aux Maldives, du Montatras. Le Montatras est une association qui est présente dans une vingtaine de pays de la planète. Et je viens de quitter les Maldives pour commencer un nouveau projet au Chagos, qui se trouve au milieu de l'océan Indien. Et voilà, aujourd'hui on parle un petit peu de ces géants de la mer, pas seulement les Raimontas, mais les Mobulas, qu'on entend peut-être un peu moins. C'est, je vais dire, les cousins des Raimontas. C'est quand même des raies planctivores, donc ils se nourrissent de plancton, mais un peu plus petites, qu'on trouve aussi dans la Méditerranée. Des animaux majestueux, mais malheureusement très à risque. Donc sans quoi, en fait, les mantas font partie d'une grande famille de poissons. C'est les poissons cartilagineux, ça veut dire des poissons qui ont un squelette de cartilage. Donc différemment de tous les autres poissons, le mérou, le thon, etc. Les mantas et les requins aussi ont un squelette de cartilage qui est le même matériel duquel notre nez et notre oreille est fait. Donc c'est un matériel très léger, très élastique et qui permet à ces poissons de nager en manière très élégante et très efficace aussi. C'est un groupe de poissons qui a apparu il y a à peu près 450 millions d'années. Donc quand on pense à un animal préhistorique, généralement on pense à un dinosaure. Okay. Mais en fait, les cartilagineux, donc les requins, sont apparus dans la planète beaucoup avant le premier dinosaure. Donc c'est un groupe d'animaux qui a eu un succès évolutif extraordinaire parce qu'ils sont vivants encore aujourd'hui. On espère qu'ils seront vivants pour des millions d'années encore, même s'ils sont en voie de disparition à cause de la présence d'une espèce très mauvaise. Nous. On compte à peu près 1 millier d'espèces entre les requins et les raies. Une autre petite différence entre les poissons cartilagineux, donc les raies et les requins et les autres poissons, c'est qu'ils ont une fertilisation comme les êtres humains, une vraie copulation, une vraie fertilisation interne. Okay. Après, on verra un peu plus en détail ça. Les raies, le groupe des raies, en fait, il a évolué un peu plus tard par rapport aux requins, à partir justement des requins. Parce que la raie, on peut penser que n'est qu'une version aplatie d'un requin. Okay. Vous prenez un requin, vous l'aplatissez et vous sortez avec une raie. La raie est un animal qui s'est adapté à la vie, on dit benthique, donc au fond de la mer. Ils ont changé aussi naturellement d'alimentation, de diète. La raie, en fait, généralement se nourrissent de crustacés et de mollusques qui sont cachés sur le sable. Et donc, pour ça, la forme aplatie, pour bien se cacher de leur proie et de leurs prédateurs quand ils sont posés sur le sable. Voilà. Donc, dans la famille des raies, très diversifiée, on a 500 espèces à peu près. La majorité, c'est des animaux benthiques, c'est-à-dire des animaux qui vivent au fond de la mer, justement, comme je viens de vous dire. Mais à partir de ça, plus récemment, il y a à peu près une vingtaine de millions d'années, un nouveau groupe, une nouvelle famille de raies s'est évolué et a changé complètement de vie. Et c'est la famille qui comprend les Raimontas et les Raimobulas. C'est des raies qui ont changé d'abord de diète, donc ils sont devenus des planctivores, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent uniquement de plancton, de minuscules créatures, animaux qui se baladent dans l'eau. Et avec ce changement d'alimentation, ils ont eu beaucoup de changements au niveau anatomique et physiologique aussi. La caractéristique principale, typique des mantas et des mobulas, c'est la présence de ces deux genres de cornes face à la tête. On appelle ça les ailerons céphaliques. Okay. Ces deux ailerons qui aident la manta à directionner l'eau et donc le plancton à l'intérieur de la bouche. En plus, la manta et la mobula ont la bouche
qui s'ouvre directement face à la tête, justement pour pouvoir capturer l'eau et le plancton qui arrive en face. Si vous regardez une autre raie, les pastenaques par exemple, la bouche s'ouvre sur la face ventrale pour bien creuser et chercher les petits crustacés mollusques qui sont cachés sur le sable. Donc voilà quelques différences. Mais la principale, tout ça est lié en fait à la diète. Donc, par exemple, la manta et la mobula, vous n'allez jamais la voir posée sur le fond. En fait, elle n'est même pas capable de respirer quand elle s'arrête de nager. Donc, il ne s'arrête jamais de nager. Voilà. Donc, avec ce changement de vie, comme vous voyez là, les deux élans céphaliques, voilà, et une grande bouche terminale pour maximiser la capacité alimentaire, maximiser la quantité d'eau qui peut rentrer dans l'eau et filtrer ce plancton qui est minuscule, mais la manta doit en fait filtrer à peu près 5 kg par jour. Donc vraiment, ils ont besoin d'une grande bouche pour arriver à 5 kg. Dans la famille, cette sous-famille de mobuline, donc les raies planctivores, on a 11 espèces, 2 sont des raies manta, et bientôt vous allez voir la différence entre les deux espèces de manta, et 9 petites espèces de mobula. Une de ces espèces est présente aussi dans la mer Méditerranée. Parfois vous pouvez lire manta retrouvée dans la Méditerranée. Crois pas ça, c'est une erreur du journaliste qui n'a pas fait beaucoup de recherches parce que cette manta est sûrement une mobula. Il n'y a pas de manta dans la Méditerranée, il faut voyager un peu plus loin pour les voir. Là, les deux espèces d'oreilles manta qui ont été découvertes qu'en 2009. C'est en 2009 une scientifique assez connue, elle s'appelle Andrea Marshall, au Mozambique. Elle a eu la chance de travailler et de plonger régulièrement dans un site où les deux espèces d'oreilles manta se trouvent au même endroit. Et c'est très rare en fait de trouver ça parce que généralement la manta de récif et la manta océanique vivent dans des milieux différents et bien séparés. C'est rare de les voir ensemble. Mais elle était dans un endroit particulier et elle a noté en fait une différence entre deux formes de manta qui aujourd'hui sont reconnues comme deux espèces séparées d'oreilles manta. Mais c'est qu'en 2009 en fait que ça a été découvert. La manta de récif que vous voyez sur la gauche, déjà le nom vous dit, c'est une manta qui vit plutôt près des récifs. Elle ne va pas s'éloigner beaucoup des côtes. Aussi, elle a une taille plus petite par rapport à la manta océanique. La manta géante océanique, elle peut faire 7 mètres de large. Voilà, ça c'est vraiment l'arrêt la plus grande de la planète. La manta de récif, elle est un tout peu plus petite. Elle ne dépasse pas les 5 mètres d'ouverture. C'est quand même une géante des mers, mais voilà, la manta océanique, elle est beaucoup plus grande. Au niveau morphologique, les différences sont très faibles et c'est pour ça que ça a pris très longtemps en fait à se rendre compte qu'on a deux différentes espèces. Vous voyez la coloration sur le dos laisse les deux taches blanches sur le dos laissent une région noire. Ça marche pas sur le. Ouais. Une décelle noire à forme de T sur la manta océanique et à forme plutôt de Y sur la manta de récif. C'est une différence assez faible, mais elle est là. Et sur la face ventrale, ils ont un dessin à taches un peu différent. La manta de récif, elle a les taches qui sont réparties un peu partout sur la face ventrale. Vous les trouvez souvent entre les branchies. Par contre, la manta océanique, les taches sont toujours concentrées dans la région pelvienne. Okay? Vous n'allez jamais trouver des taches, ou très rarement une toute petite tache entre les branchies. Là. Et aussi, ces deux lignes noires, vous les trouvez chez la manta océanique plutôt que la manta de récif. Petite curiosité, aussi autre différence, c'est que la manta océanique voyage toujours avec ses immenses rémoras du genus Remora. C'est une rémora qui peut faire 1,5 m de longueur, donc vraiment un monstre. Par contre, la manta de récif, vous la voyez toujours en association avec une autre espèce de rémora, c'est la Echeneis, le genus, qui est une rémora plus petite. Quelle est la différence entre ces deux poissons, les deux rémoras? C'est que la rémora géante, elle est plutôt pélagique, on la trouve plutôt loin des côtes. La rémora petite Echeneis, on la trouve généralement dans les eaux pas très profondes. Donc ça nous dit déjà quelque chose de l'écologie de ces deux espèces de manta. La manta de récif qui reste à côté des récifs, la manta océanique, elle s'éloigne beaucoup plus et elle vit aussi en grande profondeur par rapport à la manta de récif. Voilà. Mais la famille comprend aussi les mobula. Les raies mobula qui sont un peu moins connus sont pratiquement des tout petits manta, on peut dire. Okay? C'est toujours des planctivores, toujours avec les deux cornes, les deux élans céphaliques. Mais quelles sont les différences entre la mobula et la raie manta? Là, vous les voyez. La présence des taches
vous la trouvez que chez les Manta. Vous ne trouvez pas des taches sur la face ventrale d'une mobula. Et aussi la bouche, elle est positionnée un petit peu sur la face ventrale chez la mobula. Par contre, la manta a la bouche vraiment à la fin de la tête. Okay? C'est des différences assez faibles, mais voilà, si vous avez eu l'opportunité de voir les deux espèces, peu à peu vous vous rendez compte des différences. Aussi la taille naturellement. La mobula ne fait pas la taille du manta. Généralement 1,5 m, 2 mètres selon l'espèce. Il y a des mobulas qui peuvent faire même 4 mètres de large, mais en général c'est des petits raies. Aussi plus pélagiques et moins curieux que la manta. Chez les mobulas, on a 9 différentes espèces, là vous en avez 4, et en fait la classification des mobulas est encore un peu pas définitive, parce que la différence entre les espèces est vraiment très faible, parfois est seulement liée à une séparation géographique, donc on est encore en train de revoir continuellement la classification des 9 espèces de mobulas. Peut-être qu'il y en a plus, ou peut-être que certaines espèces en fait ne sont pas divisées, mais sont une seule espèce. Et là, l'ADN, la recherche génétique pourra nous aider en fait à mieux comprendre la classification des Rhimobula. J'ai déjà dit qu'ils se nourrissent de plancton. Okay, beaucoup de plancton, il y en a beaucoup dans l'eau. Pensez que la majorité en fait du poids vivant de la planète se trouve dans le plancton. Petite curiosité, donc il y a beaucoup à manger, et c'est pour ça que c'est les animaux plus grands de la planète qui se nourrissent de plancton. Pensez aux cétacés, les baleines et les Rhimanta, le requin-baleine encore. Il y en a beaucoup, mais quand même, il faut bien travailler pour pouvoir assez en capturer. C'est pour ça que les manta ont évolué différentes stratégies alimentaires pour maximiser la capacité alimentaire et la capacité de filtrer le plancton. Et là, j'ai un tout petit vidéo qui vous montre certaines stratégies alimentaires que les manta utilisent pendant leur agrégation alimentaire. Je ne sais pas si la vidéo part. Voilà. Comme j'ai dit, c'est des animaux hyper intelligents et on voit leur intelligence surtout pendant les agrégations d'alimentation. Les manta vont utiliser différentes stratégies selon la quantité de plancton qu'il y a dans l'eau, selon le nombre d'animaux. La vidéo ne marche pas trop bien, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Voilà, là vous avez une manta qui fait des loopings, qui permet à la manta de capturer le plancton quand il est concentré dans une petite région. Okay? S'il y a une concentration de quelques mètres, en faisant ces loopings, la manta continuera à repasser sur la région à plancton concentré. Bottom feeding, alimentation au fond. Quand le plancton essaye de se fuir, de se cacher au fond de la mer, bon, la manta va passer juste au fond, creuser le fond de la mer pour capturer le plancton qui est là. Et ça, c'est les agrégations extraordinaires, magnifiques, c'est les chaînes d'alimentation, une montent une derrière l'autre, qui profitent en fait, un peu comme des compétitions de bécanes, de bicyclettes, une derrière l'autre pour être mieux hydrodynamique. Et aussi le plancton qui essaye de se fuir de la bouche de la première manta va terminer dans la bouche de la deuxième manta qui suit derrière. Donc c'est vraiment une alimentation en coopération. Et finalement les cyclones, les tourbillons de manta. Et là c'est que quelques endroits dans la planète où vous pouvez voir ces genres de rassemblement de manta. Une trentaine, quarantaine, cinquantaine ou même plus manta tous ensemble qui commencent à faire des tourbillons dans un lagon ou dans un endroit à plancton concentré. Et ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, les manta produisent un courant qui aspire au centre du tourbillon tout le plancton. Donc la manta n'a pas besoin d'aller chercher à manger, c'est le manger qui est aspiré à l'intérieur du cyclone, du tourbillon de manta. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais très rare aussi. Après avoir bien mangé, la manta doit partir se faire nettoyer. C'est quelque chose que les plongeurs généralement connaissent bien. C'est le nettoyage, les stations de nettoyage. C'est les lavres nettoyeurs qui se sont spécialisés à piquer, à capturer, à se nourrir des petits parasites qui poussent sur le corps du manta, qui se sont spécialisés à bien nettoyer la bouche du manta. Ou comme il n'y a pas de papier toilette dans la mer, ils font ce travail-là. Donc ils vont rentrer là derrière pour bien nettoyer la manta. C'est très important parce que la mortalité dans la mer est provoquée principalement par les parasites. Donc se faire nettoyer, se débarrasser des parasites, c'est vital pour n'importe quel poisson, n'importe quel animal marin.
Et c'est généralement là que nous, les plongeurs, on va rencontrer ces animaux parce que la manta va rester assez longtemps, on va bien la voir, elle s'approche aussi, ils sont beaucoup plus calmes, les mantas sur les stations de nettoyage, et il vient vraiment interagir même avec les plongeurs. La reproduction de la remonta, je ne vais pas en beaucoup parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est un spectacle vraiment extraordinaire. Les mantas vont se mettre, en fait c'est les mâles qui vont commencer à suivre les femelles dans un genre de train d'accouplement, une chaîne d'accouplement, une course que les mantas commencent à faire sur le récif. Généralement j'utilise les petits peluches pour montrer, mais je n'ai pas la main, donc je ne vais pas le faire. Mais comme vous voyez là vous voyez c'est la grande femelle en face ici et tous les mâles derrière qui suivent dans une course. Pourquoi la femelle fait ça? Pourquoi la femelle se met à nager très vite sur le récif pendant des heures parfois? Et ça c'est naturellement pour choisir le meilleur mâle, le plus fort, celui qui arrivera à la suivre le plus longtemps et qui a assez d'énergie en fait pour la suivre. Un peu, je dis toujours, un peu de la même façon de ce qui se passe dans les boîtes de nuit le samedi soir, quand il y a une très jolie fille qui rentre et le train de mâles qui suivent derrière, et bon, j'imagine la fille va choisir le mâle, je sais pas, probablement qui lui paye plus de boissons. Je sais pas. Chez les mantas, c'est le mâle le plus fort qui arrive à suivre le plus longtemps. À la fin de c'est une genre de danse vraiment à voir sur l'eau, c'est extraordinaire parce que la manta elle va faire des loopings, elle va sauter parfois dans l'eau et les mâles, tout ce qui suivent. À la fin, ce sera un seul mâle qui gagnera l'accès à la femelle et qui va vraiment s'accoupler. Donc j'ai dit, les mantas ont une fertilisation interne, donc ils ont en fait des organes reproductifs externes, un genre de pénis. Et donc l'accouplement, ça se passe un peu de la même manière que chez nous. Les deux mantas vont remonter près de la surface et le mâle va introduire on appelle le pterygopode, à l'intérieur de la cloaca de la femelle. Et c'est quelque chose qui dure une vingtaine de secondes. Et puis la femelle et le mâle se séparent. En fait, ils ne vont pas rester ensemble. Le mâle probablement part dans une autre boîte de nuit. Et la femelle, maintenant, elle a 12 mois et demi de gestation face à elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que les mantas, la fertilité des remontas est très faible, très basse. En moyenne, une remanta se reproduit une fois chaque 5 à 7 ans et une miba, je ne suis pas trop sûr, a un seul petit à la fois. Donc pendant une vie, la manta est sexuellement mûre à l'âge de 15 ans et le mâle à 10 ans. Et ils vivent une quarantaine d'ans. Donc pendant toute la vie, c'est que 5 à 10 bébés remanta en fait qu'elle va mettre dans. Donc une espèce à reproduction très très longue. Okay, par rapport à un poisson clown par exemple, des milliers d'œufs chaque quelques semaines. Et ça rend naturellement l'espèce très fragile à la pêche, à la prise accidentelle, etc. Okay. Petite curiosité, vous pouvez distinguer les femelles parfois par la présence de ces taches sur l'aileron gauche. Okay. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de sa plongée avec les mantas, il y avait quelques mantas avec des taches noires et blanches sur l'aileron gauche. Mais ça, c'est la morsure du mâle, c'est le bisou du mâle. Pendant l'accouplement, en fait, le mâle mord l'aileron gauche de la femelle, exactement comme chez les requins, pour s'accoupler, pour se reproduire. Et ça, en fait, provoque des vraies blessures qui vont cicatriser, qui vont laisser ces cicatrices pendant le reste de la vie de l'animal et qui nous permet aussi de distinguer le mâle et la femelle et de savoir si l'animal qu'on est en train de regarder, c'est une femelle adulte ou juvénile. Voilà. La petite manta, vous n'allez jamais voir une manta qui fait comme ça. Ça n'existe pas dans la nature parce que la manta à la naissance mesure 1,5 mètre. Déjà 1,5 mètre d'ouverture, de large. Okay. Et c'est pour ça en fait que c'est un seul à la fois, parce qu'il n'y a pas de place pour plus que ça. Okay. Donc la mortalité à la naissance est assez bas, parce que l'animal est déjà grand. Et il n'y a aussi pas de... Donc, la maman ne va pas rester avec le petit. Donc les femelles adultes manta viennent mettre bas dans des endroits, dans des régions protégées, dans des lagons où il n'y a pas beaucoup de prédateurs, et ils vont laisser leurs petits indépendants dans le lagon. Ils savent déjà comment se nourrir, comment nager, et la femelle partira. Donc il n'y a pas de parental care, je ne sais pas comment on dit en français, mais la maman ne se soigne pas du petit. C'est pareil chez les requins, chez tous les poissons cartilagineux.
On arrive à parler de menaces, parce que pourquoi le Manta Trust existe, pourquoi on a un programme de conservation, protection dans les mantas, parce que c'est des animaux, malheureusement, en voie de disparition dans plusieurs régions de la planète, à cause de la prise occidentale. D'abord, la manta, c'est un animal qui n'est pas capable de nager en arrière. Donc une fois que la manta rentre dans un filet de pêche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nager encore plus vite, encore plus fort à l'intérieur du filet, où elle va faire des loopings. Et en faisant des loopings, elle fait quoi? Elle va rester enroulée à l'intérieur du filet de pêche. Et comme elle n'est pas capable de respirer sans nager, eh bien là, elle va mourir suffoquée. Donc, c'est une menace assez importante, surtout aujourd'hui où nos océans sont pêchés par des kilomètres et kilomètres de filets qui prennent n'importe quoi, des tortues, des baleines, des dauphins, des mantas naturellement, et qui souvent meurent dans ces filets. Ce qui est curieux quand on parle de filets de pêche, c'est que les mantas souvent arrivent même à se libérer un petit peu du filet, comme dans ce cas-là. La manta, celle-là, elle est vivante, mais elle a ce filet qui traîne et qui peu à peu coupe en fait la peau de l'animal. Et ce qui est vraiment curieux, c'est que quand vous rencontrez, et j'espère que ça va jamais arriver, mais quand vous rencontrez des mantas dans cet état, la manta souvent vient vraiment chercher l'aide de l'être humain, l'aide des plongeurs, l'aide du snorkeler. Activement, elle s'approche en demandant de l'aide, on se rend compte que nous, les plongeurs, les êtres humains, on est capable, on a la possibilité de les aider. Ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à beaucoup de collègues, de libérer, d'aider des mantas qui vont rester à côté, qui vont laisser se faire libérer, soigner par les plongeurs. Quelque chose qui peut même, je suis sûr que ça fait mal à l'animal d'enlever un filet de pêche d'une blessure qui est ouverte, mais la manta, elle ne bouge pas. J'ai passé 10 minutes avec le manta à libérer, elle n'a pas bougé du tout, et après, partie. Donc il y a très peu d'animaux sauvages qui ont cette conscience, en fait, qui se rendent compte que un plongeur peut, en fait, l'aider. Ça encore nous dit de l'intelligence de ces géants de la mer. Mais ce n'est pas la menace plus importante. Malheureusement, aujourd'hui, les mantas sont pêchés activement, directement dans plusieurs pays dans le monde. Ils sont pêchés au Mexique, sont pêchés dans plusieurs pays en Afrique, sont pêchés en Thaïlande, aux Philippines, au Sri Lanka, en Inde, etc. Et sont pêchés pourquoi? Ce que les pêcheurs cherchent, ce n'est pas la viande, parce que la viande de la manta n'est pas de qualité. Il y a une demande de branchiospines, donc les branchies de la manta, qui sont utilisées dans la médecine chinoise pour faire un genre de tonique, un médicament qui pense filtrer, purifier le corps. De la même manière que la branchie de la manta filtre l'eau, il pense qu'il peut filtrer, en se nourrissant de la branchie de la manta, on peut filtrer notre corps et purifier notre corps. Naturellement, il n'y a absolument pas de base scientifique de ça. En plus, nous, on a montré par des études chimiques que les branchies ont des très hauts niveaux de métaux lourds, c'est correct? Ouais. Qui sont en fait toxiques pour les êtres humains. Et on a lancé même une campagne aux pays asiatiques, surtout en Chine, en montrant ça. Mais la demande est encore très importante. Et donc, dans plusieurs pays, vous avez voilà, pêche à manta et mobula qui sont tués en milliers. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, on ne savait pas grand-chose. D'abord, on savait très peu par rapport à la vie du manta, à la biologie, combien de temps ces animaux vivent, combien d'années se reproduisent, combien il y en a. On ne savait pas le niveau en fait de la pêche à manta et à mobula dans le monde. Donc là, l'intérêt a commencé une campagne de connaissances, de recherche scientifique pour estimer justement le commerce et la pêche sur les mantas. Donc, avec d'autres associations, Wild Aid et différentes universités, on a commencé une campagne plutôt scientifique pour découvrir quelque chose en plus. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert quelque chose d'assez triste, c'est que les mantas en fait sont pêchés soit accidentellement, soit directement dans pratiquement tout le monde. Okay? Ce que vous voyez là en rouge, c'est la pêche directe, spécifique, et en bleu, c'est la prise accidentale. Donc les endroits où les mantas et les mobula sont pêchés par accident dans les filets de pêche. Et ça se passe vraiment un peu partout. Quand on a commencé à faire vraiment des recherches dans les populations, dans les mantas, dans les marchés de pêche, on a pu avoir une idée des chiffres
de population, de disparition de population de manta dans différents endroits. Là, vous avez quelques exemples. Dans une dizaine d'années, en Indonésie, la population de manta a décliné de 83%. 86, pardon, et de Mobula 93. Donc, on a perdu la grande majorité de Mobula et manta dans cette région. Au Mozambique, la population a été aussi décimée. Pensez, j'ai parlé il y a quelques minutes d'Andrea Marshall, la scientifique qui a vécu un tiers de sa vie au Mozambique. Quand elle a dû démarrer, elle a dû bouger du Mozambique parce que sa population a été et est encore décimée. Malheureusement, là, il n'y a pas encore assez de tourisme pour faire le changement entre la pêche et l'écotourisme. Et comme ça, il y a plusieurs pays où la pêche continue sans arrêt jusqu'au point où il n'y aura plus de ces aliments. La demande est aussi encore en augmentation. La demande de la pêche est au marché chinois. Guangzhou, c'est la région principale en Chine où il y a de la pêche ornementale. Les chiffres nous montrent qu'en fait, la demande est encore immense. Dans 2 ans, entre 2011 et 2013, le nombre de branchies, branchiospines et le poids d'animaux a doublé de manta et de mobula. Donc en 2 ans, un doublement d'animaux pêchés et vendus dans ces marchés. Donc vraiment, il faut absolument faire quelque chose qui nous a permis d'avoir des accès au niveau de protection de ces animaux. Vous voyez là. Et donc, grâce à ça, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Déjà, les mantas aujourd'hui sont considérés comme vulnérables dans la liste rouge de la World Conservation Union, IUCN, je ne sais pas comment on l'appelle en français, désolé. Certains pays, grâce à ça, ont aussi décidé de protéger au niveau national ces animaux, les mantas ou les mobulas, selon l'espèce qui est plus représentée de leur pays. En 2013, comme déjà Daniel a introduit d'abord, les remontas ont été introduites dans l'annexe 2 du CITES. Le CITES qui est une convention internationale qui règle le commerce des espèces en danger. Les montages jusqu'en 2013 n'étaient pas dans cette liste, dans cette convention, donc il n'y avait pas de réglementation au niveau de commerce et de pêche de ces animaux. On pouvait en pêcher autant qu'on voulait. Aujourd'hui, ils sont dans cette annexe, c'est-à-dire que tous les pays qui font partie de cette convention, et il y en a environ 180, doivent en fait régler le commerce et la pêche des mantas et bientôt vous allez voir des mobulas aussi. Okay? C'est-à-dire que déjà on est en direction pêche durable et commerce durable, qui veut dire en fait pas de pêche. En 2014, l'Indonésie, qui était un des pays où la pêche était plus importante, il y avait des milliers de mantas et de mobulas qui étaient pêchés en Indonésie et vendus en Chine. En 2014, le gouvernement indonésien a déclaré protection nationale pour les mantas et en fait l'Indonésie est devenue le sanctuaire plus grand de la planète pour les mantas. Et ils sont vraiment hyper actifs. Donc, il y a plusieurs exemples où les pays déclarent protection pour quelque chose et puis après ils font absolument rien. C'est pas le cas dans l'Indonésie où ils sont vraiment à fond actifs contre la peu de pêche illégale qui se passe régulièrement, qui se passe encore. Donc régulièrement, on a des nouvelles du gouvernement qui coule des bateaux de pêcheurs illégaux, qui arrêtent des pêcheurs, etc. Donc ils se sont vraiment rendus compte de l'importance de bien protéger leur population nationale de mantas parce que le tourisme génère très important en fait pour l'économie du pays. Cette année, en fait l'année dernière, il y a quelques jours, Pérou a aussi déclaré protection pour leur population de mantas, les mantas géantes océaniques qui sont présentes au Pérou. Là aussi, il y avait de la pêche au manta, mais grâce aussi au travail de Wild Day de Manta Trust, on est arrivé à convaincre le gouvernement du Pérou à protéger leur population de mantas. Donc, encore un autre pays où aujourd'hui les mantas sont complètement protégés, il n'y a pas de pêche. Ce n'est pas les seuls, l'État de Hawaï, les Maldives, Yap, c'est tous des pays où aujourd'hui les mantas sont protégés par loi nationale. Donc absolument pas de pêche du tout. Et encore, on est en train de travailler avec d'autres pays pour augmenter cette liste de pays où les mantas et les raies mobulas sont pas pêchés, ils sont protégés. L'écotourisme est aussi très important pour protéger les animaux. C'est très important de passer de la pêche aux écotourismes pour pouvoir donner une alternative en fait
à la pêche, à l'économie d'un pêcheur, il faut développer le tourisme écologique, éco-durable, on va dire. Et un exemple très connu, pour qui aime les élémentaires, il est assez connu, c'est la baie de Hanifaro qui se trouve aux Maldives, dans l'atoll de Ba, au nord des Maldives. Vous avez un site protégé qui est aujourd'hui en fait une réserve de l'UNESCO. En 2011, l'atoll de Ba a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à l'intérieur de l'atoll, vous avez une petite baie qui est en fait la raison pour laquelle toute l'atoll est devenue biosphère de l'UNESCO, où vous avez des rassemblements de mantas qui peuvent arriver à 250. Vous pouvez voir, donc, très rarement, mais vous pouvez avoir 250 vrais mantas concentrés tous ensemble dans une baie qui fait la taille peut-être de 5 fois cet espace. Okay, donc une région très concentrée et une concentration de mantas extraordinaire. C'est à cause du courant qui se forme autour de cette baie qui concentre énormément de plancton de la baie. Les mantas et aussi parfois les requins-baleines connaissent en fait ces concentrations de plancton et viennent régulièrement se nourrir à l'intérieur dans des nombres extraordinaires, comme vous voyez dans la photo là. Et en 2011, donc l'atoll de Ba est devenu réserve de l'UNESCO, et en 2012, le tourisme à l'intérieur de la baie de Hanifaro a été régulier. On a vraiment des règles très rigides pour rendre le site durable. Parce qu'il y avait des centaines et centaines de plongeurs, de snorkeleurs qui venaient. Aujourd'hui, il y a des rangers qui sont en lieu toute la journée. Il y a un maximum nombre de personnes qui peuvent rentrer, un maximum nombre de bateaux, il y a des comportements qu'on ne peut pas faire et tout le monde est tout courant. Il n'y a que des guides certifiés qui peuvent vous amener à l'intérieur de cette baie. Donc un exemple vraiment de écotourisme, du vrai écotourisme qui permet en fait la survivance de ces sites, de ces animaux pour des générations. Que nos fils pourront un jour aller voir ces animaux. Et là, une petite vidéo qui vous montre ces spectacles à l'intérieur de la baie de Hanifaro, où on organise aussi, vous pouvez venir nous demander, mais on organise aussi des croisières thématiques justement pour aller voir ces genres de rassemblements. Faire partir la vidéo, s'il vous plaît. Désolé, la vidéo ne marche pas trop bien, je ne sais pas pourquoi. C'est ici que vous pouvez voir justement ces chaînes d'alimentation, ces tourbillons d'eau alimentaire. Et comme vous voyez, en fait, la baie est vraiment tout petit. Tout ça se passe à la fin de la baie et que pendant certaines périodes très spécifiques où vous avez les meilleures conditions pour des concentrations de plancton. Donc, qui permet en fait au mantas de venir se nourrir. Et voilà, désolé, vous pouvez le voir de vrai aux Maldives, dans le nord des Maldives, là vous voyez mieux,
ça bouge plus fluide, c'est plus fluide qu'ici. Et voilà. Et c'est le seul site au monde en fait où vous avez ce nombre de montas. Ça peut, moi j'ai eu la chance d'arriver à voir jusqu'à 180 montas tous ensemble dans une agrégation et c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est pas rare d'en voir une quarantaine, cinquantaine. C'est le seul site où il y a autant de montas. Mais on a parlé de montas et les raimobula, on oublie d'eux. Ben non, c'est aussi des animaux malheureusement pêchés, exactement comme les montas et même plus que les montas, parce que d'abord il y en a plus et ils sont présents dans plus d'endroits, de plus de pays dans la planète. Et jusqu'à l'année dernière, il n'y avait rien, il n'y avait pas de protection pour les raimobula. Et l'année dernière, ici au salon, on a lancé, en fait, Longitude a lancé avec nous une pétition pour aider à la protection des raimobula. Le gouvernement de Fidji avait proposé l'introduction de tous les 9 espèces de raimobula dans l'annexe 2 du CITES, donc aussi pour avoir une pêche que ce soit régulier et contrôlé, un commerce contrôlé. Et le gouvernement de Fidji a proposé ça, a été soutenu par une cinquantaine de pays. Et cette année, l'année dernière, en fait, en septembre, octobre, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les raimobula ont été acceptés dans l'annexe 2 du CITES avec la très grande majorité des votes. On a eu 96% de pays à faveur de l'introduction de raimobula. Donc aujourd'hui, les raimobula ont aussi un certain niveau de protection, c'est-à-dire que la pêche et le commerce doivent être contrôlés, doivent être réguliers. Pas seulement les montas, aujourd'hui c'est aussi les petits cousins des raimobula. Un succès énorme pour nous. Voilà. Ces images que peut-être vous avez vues quelque part, c'est les raimobula, c'est pas les montas. Au Mexique, vous avez ces migrations de milliers et milliers de mobula qui sortent aussi hors de l'eau. C'est des animaux aussi intelligents que les raimontas, aussi très social et très curieux, un peu plus difficile à approcher parce que voilà, ils vivent un peu plus sont un peu plus pélagiques que les raimontas, sont plus petits donc ils ne se laissent pas approcher autant que les raimontas, mais sont aussi des animaux extrêmement intelligents, très sociaux, qui ont une vie encore très mystérieuse. On a découvert que récemment, par exemple, que la raimobula elle est capable de descendre jusqu'à 1800 mètres de profondeur à une vitesse de 30 km/h. C'est l'animal, en fait, c'est le poisson qui descend le plus vite parmi tous les animaux, tous les poissons ou tous les animaux de la planète. Il n'y a pas d'autre animal qui descend à la vitesse du raimobula. Pour pouvoir protéger n'importe quelle espèce, n'importe quel animal, il faut le connaître. Il faut connaître sa biologie, son comportement, sa longévité, etc. Et c'est pour ça que, naturellement, notre association s'occupe aussi de recherche scientifique pour apprendre de plus en plus sur la biologie, le comportement, l'écologie des raimontas et des raimobula. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on savait presque rien, on ne savait pas combien la manta vivent, on ne savait pas où ils migrent, est-ce que les mantas passent d'un pays à l'autre, est-ce qu'ils migrent à travers des océans ou pas. Bon, aujourd'hui, on sait de plus en plus, et ce qui nous permet en fait de bien de les protéger dans une façon plus spécifique et meilleure selon leur écologie. Comment on fait de la recherche? Nous, on utilise différents outils scientifiques. Le marquage satellite et le marquage acoustique nous permet justement de suivre ces animaux dans leur migration et dans leur mouvement entre un pays et l'autre. Est-ce que ça se passe ou pas? Là, vous avez un exemple de marquage ici. Au Mexique, c'est du marquage des mantas océaniques. Je vais vous raconter une découverte au niveau scientifique assez récent, grâce au travail du Manta Trust, par rapport aux mantas océaniques. On les appelle mantas océaniques parce qu'on pensait que la manta océanique elle est capable de migrer à travers des océans d'un pays à l'autre. Elle passe d'un côté de l'océan Indien jusqu'à l'autre côté. On pensait ça. En fait, on a découvert, on a démontré que ce n'est pas du tout le cas. Là, vous avez des mantas océaniques marqués au Mexique sur la côte et Socorro, donc Mexique pélagique. Comme vous voyez là, les deux populations ne se mélangent même pas, même si c'est quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de distance. Ce n'est pas une grande distance, mais la population qui vit sur la côte et la population qui vit loin de la côte sur les îlots de Socorro ne se mélangent pas. Et la même chose a été découverte en Indonésie et dans plusieurs autres endroits, ce qui nous dit en fait que même la manta océanique, elle n'est pas vraiment une grande migratoire. Ce n'est pas une espèce qui migre entre des océans. La différence entre l'océanique et la récif, c'est juste que la manta océanique
elles vivent plutôt en profondeur, un peu plus loin des côtes, mais elles ne vont pas en fait faire des grandes migrations. Et ça a une application très importante au niveau conservation. Donc le marquage, ça nous permet par exemple d'expliquer ça, de montrer ça. Les méthodes isotopiques, c'est des méthodologies qui nous permettent d'estimer la diète d'un animal. Okay? Qu'est-ce qu'il mange? Parce que chaque animal a une signature isotopique, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mais l'image là vous dit qu'en fait des populations différentes la matière, le plancton de lequel ils sont nourris viennent d'une région différente. Okay? Donc en bleu, les mantas qui vivent dans la région du Sri Lanka ont une diète particulière, se nourrissent des animaux qui sont de la région. Les mantas qui vivent au Mexique, là le vert, c'est des mantas encore qui restent au Mexique, qui ne vont pas bouger. En rouge, les mantas du Mexique, côtiers et pélagiques. Donc déjà, vous avez une distinction de niche écologique, on dit. Okay? Ils ne se mélangent pas. Okay? Une autre donnée en plus. Et on a récemment commencé à utiliser un autre outil grâce à la technologie qui continue à avancer, c'est les critères CAM. Les critères CAM, c'est une technologie développée par la National Geographic, une petite partie de la National Geographic. C'est des appareils vidéo, des caméras qu'on peut mettre sur certains animaux et qui nous permettent de suivre l'animal, surtout la manta, qui peuvent descendre à des grandes profondeurs. En bouteille, je pourrais descendre, mais je ne vais jamais remonter. Par contre, grâce à ces appareils, on peut filmer ce que la manta fait quand elle plonge à grande profondeur. Est-ce qu'ils restent en groupe ou est-ce qu'ils sont solitaires? Est-ce qu'ils se nourrissent aussi aux profondeurs ou est-ce qu'ils doivent remonter à la surface pour se nourrir? Toutes ces questions, bon, si ce n'était pas avec des appareils photo, même le marquage ne peut pas nous dire exactement qu'est-ce que fait l'animal quand il est aux profondeurs. Mais grâce à ça, aujourd'hui, on a des images des mantas à grande profondeur. Par exemple, on a découvert cet été aux Maldives, on a eu une expédition scientifique justement pour mettre ces appareils sur certains mantas, et c'est un appareil en fait qui rentre même pas dans la peau, hein. Il est appuyé sur la peau avec une ventouse et qui ressort après quelques heures, donc ça embête même pas l'animal. Et ça nous a permis en fait de filmer les animaux en profondeur, et on a découvert que les mantas de lessive qu'on pensait viennent s'agréger, on dit, hein, sur les stations de nettoyage et sur les régions d'alimentation, ben en fait, ils sont en groupe, ils socialisent continuellement, même en profondeur, et pas que à la surface. Ils se nourrissent à grande profondeur aussi. Et donc, voilà, un animal très social qui passe toute sa vie en fait en groupe et pas en solitaire. L'année prochaine, on partira au Socorro aussi pour utiliser ces genres de marques, de bacs, de caméras, des appareils pour filmer les mantas océaniques comme on a fait déjà l'année dernière. La faute d'identification est un autre outil scientifique qu'on utilise beaucoup et qui nous a permis d'apprendre beaucoup de la vie de ces animaux et qui nous permet en fait d'avoir un programme de sciences participatives. Grâce en fait aux tâches que les mantas ont sur le ventre, comme vous voyez là, chaque manta en fait a des tâches différentes un de l'autre, exactement comme les empreintes digitaux des êtres humains, qui nous permet de distinguer et de répertorier et distinguer chaque animal et donc de le suivre dans leur migration. Nous permet, une fois qu'on a répertorié plusieurs mantas, d'avoir une idée, une estime de nombre de mantas qu'il y a dans certaines régions, aussi d'apprendre de leur migration. Le rapport entre les sexes, combien de mâles, combien de femelles il y a dans une certaine population, tout ça, on peut faire grâce à des simples photographies du ventre de les mantas. Donc nous, pendant une dizaine d'années, on a aujourd'hui dans notre base de données plus que 10 000 mantas au niveau mondial, 4 000 répertoriés qu'aux Maldives. Donc vous pouvez aussi participer à ce programme. Si vous partez en vacances et que vous rencontrez une manta, aujourd'hui tout le monde a sa petite GoPro, un petit appareil photo. Aujourd'hui on peut même amener les téléphones sous l'eau. Donc pensez à nous, pensez à ce que je viens de vous dire. Prenez une petite photo du ventre de la manta que vous pouvez partager avec notre association par notre site internet. Vous allez sur mantatrace.org, vous envoyez votre photo de manta avec le nom du site où vous l'avez rencontré, le jour, et nous on va identifier la manta et on va vous envoyer un email en vous disant voilà, telle manta a été vue 15 fois, elle existe depuis, on la rencontre depuis 15 ans, elle s'appelle comme ça, donc vous avez plein d'informations sur l'animal que vous avez rencontré. Ça donne
ça rend la rencontre un peu plus personnelle. En plus, si vous avez photographié une manta qui n'est pas répertoriée, on vous donne même l'opportunité de nommer la manta. Nommer votre manta, vous allez recevoir un petit certificat avec votre nom. Je le dis ici, en fait, on a aussi un programme Nommez votre manta sur le stand de Longitude Manta Trust. On a 5 mantas qui ont été répertoriés l'année dernière, qui n'ont pas encore été nommés, et on donne l'opportunité pendant le salon de nommer ces 5 mantas. Donc si vous venez nous voir avec une offre complètement libre, vous pouvez nous donner un choix de nom à assigner à une manta. À la fin du salon, on va faire un tirage à sort, et si votre nom est choisi, vous allez recevoir votre certificat, et puis vous serez obligé de venir voir la vraie remonta où que ce soit, Maldives, en Indonésie. Mais qu'est-ce que peut nous dire la photo d'identification? Là, vous avez quelques exemples. Ça, c'est une photo qui était sur un magasin de plongée en 1986, qui montre très bien les tâches de la manta. Eh bien, cette manta, elle a continué à être rencontrée aux Maldives jusqu'au 2012. On sait par cette photo et par une autre photo de la même manta qui a été publiée sur ce magasin que c'est une femelle adulte. Donc, aujourd'hui, on sait, les femelles adultes, la maturité est à 15 ans. Donc, cette manta, en 1986, elle avait déjà 15 ans. Okay? Vous faites un petit peu de mathématiques très basiques. Bon, vous pouvez déjà savoir que cette manta, en 2012, elle avait au moins 30-35 ans. Okay? Donc là, on a appris quelque chose par rapport à la longévité de ces animaux grâce à 2 simples photos du ventre du manta. Et on peut naturellement estimer le nombre de populations. Donc, en Maldives, on sait qu'il y a environ 5000 mantas. Dans le monde, probablement 20 000 ou quelque chose plus que ça. Donc, c'est en fait des populations très petites. Et la population des Maldives est extraordinaire. En général, c'est quelques centaines de mantas. Donc, encore plus, la pêche, même si elle n'est pas au niveau de 100 millions comme chez les requins, même quelques milliers par année peut avoir un impact immense, terrible sur la population, sur cette espèce. Qu'est-ce que faire maintenant? Après, qu'est-ce que seront les prochaines étapes? Bon, il faut absolument réduire la demande. Il faut vraiment prendre le problème à la source. Et la source, c'est la demande de branchiospine dans les mantas. Donc, il faut vraiment aller là-dessus où est la demande. Donc, où ça? En Chine. Et avec WildAid aussi, on a lancé des campagnes médiatiques pour sensibiliser la population, pour éduquer en fait la population, parce que souvent les consommateurs de branchies de lait manta ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer, ils ne savent même pas que c'est un animal et que c'est un animal en voie de disparition. Donc des campagnes d'éducation, de sensibilisation à travers des campagnes médiatiques. Là, vous trouvez à Guangzhou. Guangzhou, c'est la région où il y a la majeure demande de branchies de manta. Vous trouvez en métro des posters avec, je ne me souviens pas comment il s'appelle, c'était un acteur très connu en Chine, justement pour sensibiliser, pour éduquer les Chinois à ne pas se nourrir de ces branchies de manta qui est un animal en voie de disparition. Okay. L'étude qu'on a fait sur les substances toxiques dans les branchies de lait manta, on l'a aussi utilisé dans des campagnes en Chine pour éduquer et montrer en fait que ce que vous êtes en train de consommer, a exactement l'effet contraire. Il est toxique, il a des niveaux de métaux lourds très importants. Il faut diminuer le quota, donc réduire le nombre de mantas qui peuvent être pêchés. Et comment on fait ça? Par loi nationale. Donc les pays qui veulent protéger leurs mantas doivent mettre en lieu des protections, vraiment protection nationale pour les animaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation de la pêche, du commerce, mais pas l'interdiction de la pêche. Donc c'est à chaque pays de protéger leur population de mantas comme ce que l'Indonésie a fait, ce que les Maldives font, comme ce qui s'est passé au Pérou, etc. Donc le plus de pays protègent l'oreille manta, le moins d'oreille manta à pêcher et d'oreille mobula il y aura. Sensibiliser le public et naturellement encore améliorer notre connaissance scientifique. Le fait de savoir aujourd'hui que les mantas océaniques ne migrent pas d'un océan à l'autre, c'est très important au niveau de conservation, parce que c'est-à-dire que
une petite population qui est pêchée, ben, il n'y aura pas en fait d'introduction dans les montas ou dans les mobulas d'une autre région parce que les populations sont séparées. Donc une fois que vous avez pêché toute votre population, ben, il n'y a plus rien. Et ça veut dire que la protection au niveau régional peut avoir un effet très très important. Au niveau plus global, le Monta Trust est une association anglaise de laquelle je fais part. Et on s'occupe justement de protection de l'Emonta et Remobula. Mais la Remonta, chez nous, on s'est concentré sur la Remonta parce que c'est un animal un peu emblématique de la beauté sous-marine. De nouveau, la Remonta est représentée partout. Quand on commence à plonger, les trois animaux qu'on peut voir, c'est la Remonta, le requin, la tortue et le dauphin. Et la Remonta est toujours là parmi les animaux un peu emblématiques de la beauté sous-marine. Et donc, à travers la Remonta, on approche les gens au milieu sous-marin et on partage en fait le message de la conservation sous-marin en général et du milieu marin en général et pas seulement de l'espèce la Remonta parce que tout est lié, la Remonta est liée à son écosystème et donc la protection de la Remonta n'est pas suffisante pour protéger l'espèce en entier. On a des projets dans aujourd'hui une vingtaine de pays. On est présent aux Maldives, aux Seychelles, au Sri Lanka, en Indonésie, etc. Le Monta Trust a été fondé en 2012, mais en quelques années, en fait, on a vraiment énormément grandi. Donc, pratiquement dans chaque pays où il y a des montas, on essaie d'être présent avec des programmes éducatifs, des programmes de sensibilisation et naturellement de recherche pour améliorer notre connaissance et la protection de ces animaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à protéger ces animaux et leur milieu? Il y a différentes manières. Déjà, comme j'ai expliqué, partagez vos photos de la Remonta. Même si vous avez des photos que vous avez prises il y a 5 ans où on voit le ventre de la Remonta, ben vous pouvez nous envoyer ça par notre site internet et vous allez aider notre connaissance scientifique de ces animaux. On organise des croisières thématiques et des croisières scientifiques avec la présence d'un scientifique du Monta Trust à bord. Donc c'est des croisières qui aussi ont de la science participative. C'est une croisière qui n'est pas seulement plonger, regarder le poisson, mais qui va vous éduquer, vont vous enseigner quelque chose. J'espère vont vous améliorer votre appréciation pour le milieu sous-marin et pour la vie sous-marine. Et on organise des croisières scientifiques thématiques comme ça dans différents pays, presque partout où on est présent. De nouveau, si vous voulez plus d'informations, venez nous voir. Suivez-nous sur notre page Facebook. Malheureusement, c'est en anglais parce que le Monta Trust est une association anglaise. Mais, ne vous inquiétez pas, vous avez le site de Longitude 181 qui soutient le Monta Trust où vous trouvez toutes les informations sur la campagne Remonta qui est justement gérée par le Monta Trust en français. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles sur nos programmes, par exemple de volontariat, de bénévolat, ça vous trouvez aussi sur le site de Longitude. Donc venez, suivez régulièrement le site et la page Facebook de Longitude aussi. Et naturellement, venez nous voir. Nous, on est au stand B2, B4 qui se trouve tout à fait de l'autre côté, Monta Trust et Longitude. Voilà, venez pour nous poser des questions. Si vous avez bien aimé le petit peluche Monta, ben, ils sont disponibles là, ainsi que on a plein de petits marchandises pour aider à soutenir notre association. Venez voir aussi toute l'équipe de Longitude qui font un travail extraordinaire, pas seulement en France, mais dans le monde entier pour la protection des océans. C'est tous des bénévoles et qui dédient leur temps libre à la protection du niveau marin duquel ils sont, et on est tous énormément passionnés. Et on a aussi une initiative qui est, comme j'ai déjà expliqué, de nommer Monta. Donc si vous voulez participer, venez de nouveau nous voir là au stand P4. Et avec ça, j'ai fini. Mais si vous avez des questions, je suis ici disponible pour 2-3 minutes pour répondre à toutes les questions que vous avez.